Alors je commence toujours mes présentations en disant d'abord de quoi je ne vais pas parler. Parce qu'à en croire certains journalistes, je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle. Ah, on va pouvoir m'y dire. À en croire certains journalistes, les gens qui se préparent à un avenir difficile sont forcément des gens qui pensent à l'apocalypse et à toutes sortes de choses non vérifiables et non mesurables, à mon avis. Donc je ne vous parlerai pas du 21 décembre 2012, je ne vous parlerai pas de calendrier Maya, je ne vous parlerai pas de zombies, je ne vous parlerai pas de fin du monde, d'aucune forme qu'elle soit et d'aucune hollywooderie qu'elle soit. Ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas mon propos, bien que certains de ces films sont vachement intéressants, celui-là, ils sont rigolos en plus, ce n'est pas du tout ce dont je parle. Ce n'est pas du tout le sujet, ce n'est pas du tout le propos de cette présentation, ni de mon livre, ni de même ma philosophie et mon idée. Ce que j'essaye de dire, d'une part, et c'est pour ça que ça gêne certaines personnes, et que ça commence à gêner d'autant plus que le livre est un grand succès, on va fêter, j'ai oublié d'amener le champagne, mais on pourrait fêter ce soir 25 000 exemplaires vendus, c'est considérable, sans télé, sans promotion média, uniquement du bouche à oreille, donc ce qui est intéressant, grand auteur du XXe siècle, probablement un des plus grands, George Orwell, dans des temps de tromperie universelle, dire la vérité, c'est un acte révolutionnaire. Et ceux qui essayent de censurer, on voit très bien que ce ne sont pas des révolutionnaires, on voit très bien que ce sont des idiots utiles de pacotille du système. En plus, ils sont 15, nous sommes des milliers, des dizaines de milliers maintenant à prendre conscience, des centaines de milliers en France, et dans le monde des millions qui, grâce à Internet, peuvent commencer à comprendre ce qui se passe vraiment. Alors je ne prétends pas avoir la vérité, je ne prétends pas savoir tout, je ne prétends pas non plus prévoir l'avenir. D'ailleurs, je fais toujours une mise en garde de dire, pour justement dire la vérité, il faut s'informer, il faut trouver les informations brutes. J'ai fait un gros travail, je crois, dans mon livre pour apporter des données, mais ne me croyez pas sur ces informations, ne me croyez pas sur ces données. Allez les vérifier par vous-même. Allez dans des bibliothèques, allez sur Internet, vérifiez tout ce que je vous dis, vérifiez ce qu'il y a dans le livre. Lorsque vous serez convaincu, vous serez d'autant plus prêt à faire le pas et à vous mettre en action. C'est ça à quoi je vais vous inciter ce soir. Ensuite, je ne suis ni un gourou de secte, j'en ai rien à foutre, je ne suis pas un chef de file d'une organisation politique, j'ai une approche apolitique, quoi qu'en disent certaines critiques, je m'en fiche. J'ai mes avis, et je ne vais certainement pas vous les dire en France, puisque je suis citoyen suisse. Donc en Suisse, je peux me permettre de donner mon avis sur la politique suisse. En France, j'essaie de l'éviter. Ce n'est que politesse et bienséance. Je tiens également à rendre hommage à ceux qui m'ont précédé, au grand nombre de personnes qui ont fait le travail avant moi. Je n'ai pas inventé ce que je vais vous raconter. J'ai peut-être fait, j'espère, un bon travail de synthèse, mais beaucoup d'informations ont été amenées par des écrivains, des chercheurs, ici M. Holmgren, l'inventeur du concept de permaculture, Künstler, qui est un analyste de l'urbanisme, monsieur qui écrit sur le pétrole, Jared Diamond qui parle de l'effondrement des civilisations passées, qui est un historien, Mark Faber, économiste, etc., etc. Il y a énormément de gens à qui je dois beaucoup, ça c'est dans le monde anglophone, et dans le monde francophone également, il y a des philosophes, des écrivains, des gens qui ont fait un travail incroyable, Étienne Chouard sur la démocratie, évidemment Alain Soral, Michéa, Kluskar, Mireille Zaki en Suisse, Pierre Jovanovic qui fait un travail extraordinaire que j'aime beaucoup, même si je suis en ce moment, je ne suis pas sûr qu'il m'aime bien, mais en tout cas, moi je l'aime beaucoup. Éric Laurent, Chopra, Drac, etc. Il y a énormément de gens à qui on doit beaucoup. Ce sont des gens qu'il faut lire, des gens qui sont très intéressants. Et je leur rends hommage à chacune de mes présentations, parce que sans eux, je n'aurais pas fait le travail que je fais maintenant. Et enfin, je tiens à dire qu'il est important justement de s'informer, parce que notre niveau de conscience il doit être élevé pour ne pas se faire avoir. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut imaginer comme complot, etc., peu importe. Une des choses fondamentales dans l'être humain, c'est que qui a du pouvoir veut toujours en avoir plus, veut le consolider et veut l'utiliser contre ceux qui ne l'ont pas. Et une manière de lutter contre le pouvoir, si on veut être des hommes libres, c'est d'avoir un niveau de conscience élevé. Voilà. Ça, c'est un petit préambule que je voulais faire pour rendre hommage, rendre à César ce qui est à César. Alors, vous connaissez cette île, sûrement, l'île de St. Matthews, entre l'extrême-orient soviétique et russe et l'Alaska. Cette île, pendant la guerre du Pacifique, appartenant aux États-Unis sur le territoire américain, eh bien, pouvait servir éventuellement comme
à des naufragés de l'aviation et de la marine américaine. Les gardes-côtes américains ont mis sur cette île 29 rennes, donc pas la reine Elisabeth, les animaux, pour éventuellement servir de gibier et de nourriture pour les naufragés. Comme il n'y a pas eu besoin, la guerre s'est déplacée, enfin les Américains ont laté les Japonais très vite, les rennes n'ayant aucun prédateur naturel sur cette île, ayant une abondance de nourriture, ont mangé, se sont reproduites, et leur progression quantitative a suivi cette courbe. De 1943-44 jusqu'à 1965, où la population a atteint le chiffre de 6000 individus. Donc il y avait 6000 rennes sur cette île. Et il s'est passé quelque chose entre l'hiver 1965-1966. Il y a eu un hiver très très froid et ça a coïncidé au moment où les rennes ont occupé tout le territoire et ont consommé toutes les herbes et tous les lichens de l'île. Résultat, effondrement massif de la population de rennes sur l'île de St. Matthews pour atteindre le nombre de 42 unités, 42 bestioles, au printemps 1966, parce qu'il mesurait la progression. C'était un exemple très intéressant de progression exponentielle d'une population dans un environnement délimité. La leçon qu'on peut en tirer, c'est que dans un environnement à ressources limitées, lorsqu'il y a une progression exponentielle d'une population, lorsqu'on atteint les limites, l'effondrement est généralement rapide et brutal. Ça, c'est une donnée. Est-ce que cette donnée peut être... Aujourd'hui, cette donnée, on l'a vérifie en laboratoire avec des bactéries, on la vérifie dans des environnements où il y a des animaux et des ressources finies, etc. Il faut comparer ceci à ce graphique, qui est le graphique probablement le plus important et qui devrait être dans tous les journaux, tout le temps, tous les jours, à mon avis. Ceci est la progression de la population humaine depuis 10 000 avant Jésus-Christ à aujourd'hui. Et on voit que la population, c'est assez marrant, on voit qu'elle a une certaine croissance relativement faible pour atteindre en l'an 0 250 millions d'habitants, puis a cru de manière relativement faible. Il y a eu des soubresauts, il y a eu la peste en 1348, il y a eu la guerre de 30 ans en Europe notamment, il y a eu les grands problèmes au 19e siècle et au 20e siècle avec la Chine, mais en gros on voit qu'à partir de 1815 où nous étions 1 milliard d'habitants, nous sommes arrivés en 1900 avec 1,5 milliard, 1930 avec 2 milliards d'habitants, et puis progression exponentielle pour atteindre aujourd'hui 7,5, probablement bientôt 8 milliards d'habitants. Ce qui est intéressant avec cette courbe, c'est que ça ne va pas s'arrêter, puisqu'on nous parle d'atteindre les 9 milliards en 2050. C'est bientôt ça. Mais la réalité, c'est qu'on ajoute notre 1 milliard supplémentaire de plus en plus vite. Et donc la question qu'il faudrait se poser, c'est combien de temps on peut encore continuer cette courbe? Et est-ce qu'on risque d'avoir, comme les rennes de l'île de St. Matthews, finalement, un choc brutal à un moment et une chute tout aussi brutale? C'est une question qu'on doit se poser. C'est une question qui n'a pas une réponse évidente, mais certainement, nous sommes nombreux et il y a des ressources et on va voir qu'elles se raréfient. Donc cette question est importante. Et nous allons voir que cette question est importante à répondre maintenant, pas dans 50 ans, pas dans 100 ans, maintenant. Alors la première ressource qu'il faut évaluer, c'est celle qui est la plus importante de toutes aujourd'hui. Toute notre économie, tout notre monde fonctionne sur une ressource fondamentale qui est évidemment le pétrole. Tout ce que nous portons, tout ce que nous avons ici dans cette salle a été fabriqué, transporté, amené ici grâce à du transport, grâce à un système extrêmement complexe de production, de transport et de distribution qui est basé sur le pétrole. 70% du transport mondial fonctionne au pétrole. 100% du transport maritime mondial, allez, 99%, parce qu'il doit y avoir encore quelques felouks à voile, mais l'essentiel du transport, c'est avec du pétrole. Tout fonctionne grâce à cela. L'industrie de transport, l'industrie chimique, l'aviation, les engrais, on va voir, etc., etc. C'est une ressource fondamentale. Donc il est important de comprendre pendant combien de temps est-ce qu'on va encore avoir du pétrole au prix d'aujourd'hui et avec la facilité d'utilisation qu'il y a aujourd'hui. Parce que le pétrole est fantastique comme ressource. D'abord, il est gratuit. C'est-à-dire, il est là. Personne n'a payé pour le fabriquer. On a creusé, il était là. C'est quelque chose qui s'est formé sur des millions et des millions d'années. Et ça coïncide au moment où on sait l'exploiter. C'est aussi une matière extrêmement facile à manipuler. N'importe quel abruti sait remplir un tanker de pétrole, sait le vider, sait faire un plein dans une voiture. Et c'est ça avec du gaz liquéfié.
C'est pas aussi simple. Vous donnez du gaz liquéfié et vous mettez un abruti qui essaye de transférer le truc, vous allez avoir un accident. Pas avec le pétrole. C'est super dur d'enflammer du pétrole. Alors comment fonctionnent les puits de pétrole? C'est intéressant de comprendre que lorsque vous trouvez du pétrole, lorsque vous trouvez un champ de pétrole, vous commencez à forer. Les plus faciles, ils sortent tout seuls parce qu'il est sous pression. Et très très vite, vous arrivez à mettre en place des systèmes d'extraction et vous arrivez à un plateau de production que vous pouvez évidemment augmenter si vous mettez plus de pompes, si vous en sortez 2 fois plus vite, 3 fois plus vite, 10 fois plus vite. C'est comme un verre qui est plein d'un liquide. On va prendre du coca parce qu'il est de la même couleur que le pétrole. Dans du glaçon, eh bien, vous mettez une paille et vous pouvez aspirer pendant 2 minutes. Si vous mettez 10 pailles, en 20 secondes, vous allez pouvoir boire tout le verre, par exemple. Je prends comme ça des chiffres. Donc, après un certain temps, il n'y en a plus. Et la production commence à baisser. En réalité, il y en a encore. Tout comme dans votre verre de coca, il y a encore du coca dans les glaçons qui n'ont pas tout à fait fondu, etc. Donc vous pouvez piler la glace et remettre encore des pailles, mais ça va être plus compliqué. Et de toute façon, vous n'allez pas changer la quantité totale qu'il y a dans ce gisement. Donc ça, c'est un gisement de pétrole. Et les très très grands gisements, comme les gisements d'Arabie Saoudite, etc., eh bien, peuvent durer très longtemps, parce qu'il y a vraiment beaucoup. Donc le facteur temps est intéressant à comprendre. Mais si on extrapole un gisement à des milliers de gisements comme il en existe dans le monde, on se retrouve à avoir un élément cumulatif des gisements qui existent, séparés, et on arrive à dessiner une courbe qui théoriquement dit, à partir du moment où on aura exploité tous les gisements de pétrole qui existent, eh bien, on arrive à une courbe normale, forcément. Alors, l'unité de temps, elle peut être variable. Ça dépend de la vitesse à laquelle on les exploite. Ça, c'est un élément important, on va en parler. Mais en gros, on arrive à un moment où on est à la moitié. Et c'est ce que, en termes techniques, on appelle le pic du pétrole. Quelque chose qui a été découvert dans les années 50, je crois, 60, par un géologue américain, Hubert, qu'on appelle aussi le pic de Hubert. Peu importe. La question, c'est... Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans cette courbe? C'est simple. Il suffit de prendre toutes les productions de pétrole de tous les pays producteurs, de les compiler. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis... en fait, le pétrole, c'est 1880, bien qu'il soit connu depuis la nuit des temps, comme naphte, etc. On a d'abord exploité les gisements en Pennsylvanie, puis petit à petit, de plus en plus au Moyen-Orient. Et puis, voilà, on a commencé à exploiter. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'entre 2000 et 2010, et en fait, c'est entre 2006 et 2008 pour être précis, on a commencé à avoir de la production qui baisse. Et ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est qu'on voit une sorte de courbe normale pour chacun des pays. On voit le pétrole texan, on voit le pétrole des autres États aux États-Unis, etc., le pétrole roumain. Il y en a toujours, mais simplement, on en exploite de moins en moins, on en extrait de moins en moins. L'Inde, est-ce qu'elle est l'Arabie Saoudite? Petit. Enfin, là-dedans, il doit y avoir l'Arabie Saoudite quelque part. Et on arrive, en fait, à une baisse qui commence à être de 3 à 6% par an, à partir de 2006-2008. Alors certes, une partie peut être expliquée par la baisse de production industrielle et la baisse des transports maritimes, notamment depuis la grosse crise de 2008, qui continue, mais ça n'explique pas tout. Il y a vraiment une baisse de production. Alors on nous dit, on va compenser ça par découvrir des nouveaux gisements. Sauf que là aussi, lorsqu'on regarde la courbe des gisements découverts, des nouvelles découvertes, on voit qu'on a atteint un pic des découvertes de pétrole en 1964. C'est-à-dire que depuis 1964, on découvre de moins en moins de gisements et de plus en plus petits. Les gros gisements, faciles à exploiter, avec du pétrole excellent, de très bonne qualité, on les connaît, on les a exploités. Et maintenant, on se rend compte qu'on en découvre de moins en moins. Et là, il faut donner une notion très importante. C'est que dans le temps, les champs de pétrole, ça ressemblait à ça. Enfin, l'exploitation de pétrole, ça représentait ça. C'était du pétrole bon marché, proche de la surface, avec une bonne pression, en plus extrêmement liquide, extrêmement léger. On plantait un derrick, on mettait les tuyaux, on creusait, ça sortait tout de suite, on plantait les tuyaux, et hop, très facile à raffiner, pas cher. C'est comme ça que c'était dans le temps. Aujourd'hui, les nouveaux champs de pétrole, ça ressemble à ça. C'est des immenses étendues, des sables bitumineux typiquement dans l'Amérique du Nord, etc., où on est obligé de prendre des sables et de la terre qui imbibés de pétrole au lieu de roches qui retiennent le pétrole, donc c'est beaucoup plus compliqué. On est obligé de les traiter avec de l'eau sous pression, etc.
chaude en plus, donc ça demande énormément d'énergie pour chauffer l'eau, pour l'injecter sous pression, travailler cette terre et en sortir le pétrole. Extrêmement compliqué. Puis entre les deux, bien sûr, il y a encore du pétrole profond, il y a du pétrole dans des zones très compliquées à atteindre, etc. Et j'aime prendre l'exemple du pommier. Lorsque votre grand-maman vous demandait quand vous étiez petit, va au pommier prendre des pommes pour la tarte aux pommes, les pommes sont mûres, vous allez dehors, vous voyez le pommier, quelles pommes vous allez prendre en premier? Celles qui sont tout en haut ou celles qui sont à portée de main? On vous demande 4 pommes, vous prenez les 4 pommes qui sont les plus belles, les plus mûres, les plus à portée de main, vous les prenez et vous les amenez à votre grand-mère pour faire votre tarte. Vous n'allez pas prendre l'échelle, monter tout en haut, risquer de vous rompre le cou en tombant. Vous allez vers le plus simple. Le pétrole, c'est pareil. Les ressources naturelles, c'est pareil. On va d'abord vers le plus simple et le plus bon marché. Après, on va aller vers ce qui est compliqué. Et aujourd'hui, on va prendre du pétrole de plus en plus cher, de plus en plus lointain, de plus en plus compliqué à extraire. Et là, il y a une notion que les économistes ont beaucoup de peine à comprendre, c'est l'énergie l'énergie qui revient par rapport à l'énergie que l'on dépense. Si vous utilisez 1 litre de pétrole ou 1 baril de pétrole en énergie pour chauffer, transporter faire tourner les camions, chauffer l'eau, l'injecter, etc. et ressortir du pétrole, et que vous sortez grâce à ce baril de pétrole que vous avez utilisé, un seul baril de pétrole en retour, vous n'avez rien gagné, quel que soit le prix de ce baril. Et souvent, on se fait entourlouper parce qu'on nous dit « mais avec les prix qui montent, on va pouvoir aller exploiter du pétrole plus loin ». Oui, mais seulement jusqu'à un certain point. Parce qu'arrivé à un certain point, comme par exemple le pétrole en Antarctique ou dans les zones très complexes du Grand Nord, etc., d'ailleurs la plupart des recherches ont été abandonnées, c'est tellement cher et compliqué et énergétiquement gourmand d'aller chercher ce pétrole que le ratio d'énergie descend très vite et lorsqu'il arrive à 1, ou en inférieur à 1, c'est plus rentable énergétiquement parlant. Et c'est vrai que le pétrole que nous avions dans le temps, il y avait un rapport de 90 à 1. Donc pour 1 baril de pétrole en énergie que vous dépensiez, vous en sortiez 90. Extrêmement rentable. Et puis aujourd'hui, nous sommes de plus en plus en train d'arriver à un ratio de 1 à 2, ou de 2 à 3. Donc quelque chose de très très mauvais énergétiquement. Mais c'est tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste. Alors parfois j'entends des rigolos qui, sans aucune notion bien sûr de géologie ou aucune notion d'industrie du pétrole, disent non mais en fait il y en a plein mais c'est caché, mais on nous le cache pour faire monter les prix. On ne serait pas en train de faire des exploitations extrêmement complexes pour aller le chercher dans les derniers petits recoins du Brésil, dans des endroits où géologiquement c'est pas bon. Mais encore on va chercher quelques centaines de millions de barils, quelques milliards par-ci par-là. On en consomme quand même, je crois, 45 millions de barils par jour aujourd'hui. Donc même 1 milliard de barils, c'est quoi? 1 mois, 3 mois? Ça va très très vite la consommation. Et puis justement, pour sortir, je veux dire, ça bouffe du pétrole d'aller chercher du pétrole. C'est pas par magie. C'est compliqué, ça demande de l'énergie, etc. Et notre demande de pétrole, elle n'est pas décroissante. De plus en plus, nos économies, elles sont gourmandes. On voyage de plus en plus, on consomme de plus en plus. Nous en avons de plus en plus besoin et de plus en plus de nouveaux pays émergent et veulent consommer. On voit aujourd'hui on estime qu'entre 2000 et 2030, l'Europe va croître sa consommation de 18%, les États-Unis 25%, mais la Chine 100%, 164% l'Inde, etc., etc. La demande continue, nous sommes drogués, nous sommes en addiction par rapport au pétrole. Et c'est là où il faut venir avec un deuxième concept, qui est très lié à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que si vous avez une croissance exponentielle, sur un temps T, et que vous avez compris quelle est la limite de vos ressources, et que cette croissance, elle avance pour atteindre 100% des ressources, à quel moment de ce temps T, vous allez atteindre la moitié des ressources consommées, à votre avis, intuitivement? 10% du temps, 50% du temps? Qui le sait? Qui le sait? 60%? 50? 50, ce serait là. 95. Eh oui, en fait, ça dépend évidemment du taux de croissance exponentielle, mais en gros, on atteint 50% des ressources au moment où la courbe exponentielle touche 50% des ressources. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ça fait 150 ans qu'on utilise du pétrole et on a atteint il y a quelques années la moitié, il ne nous reste pas 150 ans. À la vitesse et la croissance de consommation que l'on a,
Il nous reste très très peu d'années. Et ça, même dans les années 70, ils avaient été un peu approximatifs parce qu'ils avaient prévu ça. Ils avaient prévu ça pour 2020. Mais ils sont proches de 2020. Parce qu'en fait, il a fallu tout ce temps pour consommer la moitié des ressources. Et seulement ce temps-là, il nous reste ce temps-là avant qu'il n'y en ait plus. Et en tout cas, on parle de pétrole bon marché, puisque nous avons vu que quand il devient trop compliqué et trop cher, on n'arrive plus. Donc probablement, on n'arrivera jamais à 100%. Admettons qu'il en reste encore qu'on n'ait pas vu, qu'on est encore caché. Ce sera du cher, ce ne sera pas du pas cher. Parce qu'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas... les gisements d'Arabie Saoudite, ils sont en Arabie Saoudite pour des raisons particulières géologiquement. Ceux de la Caspienne, ils sont en Caspienne pour des raisons particulières. En Nigeria, en Angola, c'est particulier. Il n'y en a pas partout. Il y en avait au Texas, il y en a dans le golfe du Mexique, parce qu'il y a des deltas de rivières, etc. Même en Amazonie, au large du Mexique, au large du Brésil, il y en a, mais c'est pas si gigantesque que ça. C'est pas le Gondar, enfin le Gondwa, il s'appelle, celui d'Arabie Saoudite, le tout gros. Il y avait plus de 1000 milliards de barils là-dedans. C'est gigantesque. Il n'y en a pas des millions, voilà. Il y en avait un comme ça dans le monde. Alors il faudra revenir dans 150 millions d'années. Ouais, là, il y en aura de nouveaux, sûrement, plein. Mais pour l'instant, on va tout bouffer. Et donc, le résultat, c'est que les prix vont monter. Là, on n'a encore rien vu. Les prix vont monter parce que la ressource devient rare. Et s'il y a une chose que l'histoire nous apprend, c'est que de tout temps, les hommes se sont battus pour des ressources rares. Et je crains fort que, enfin, ce n'est pas une crainte, on le constate aujourd'hui, que la raréfaction du pétrole va nous amener en fait, la continuation des guerres pour les ressources que l'on voit aujourd'hui. Je vous fais évidemment pas un dessin, mais on remarque que depuis les années 70, toutes les guerres où les grandes puissances, où la grande puissance, les États-Unis, sont impliquées, sont dans des régions où il y a du pétrole. Pas au Zimbabwe, pas au Sri Lanka, pas au Chili. Non, non, non. Les méchants dictateurs, ils sont toujours là où il y a du pétrole. Irak, Libye, Iran, indirectement donc Syrie, etc. C'est clair. Donc si vous êtes dans un pays qui a du pétrole, pas de chance, parce qu'ils vont venir le prendre. Alors, bonne chance en France, excellente nouvelle, vous n'avez pas de pétrole. Lié à ceci, c'est que lié à une grande population, il y a aussi les modes de consommation. Ça, c'est un deuxième pilier. Mais il n'y a pas que en fait, le pétrole qui devient rare, c'est toutes les ressources. Ceci est une pépite de cuivre, il y a à peu près 150 ans aux États-Unis. Dans le temps, le cuivre, ça se trouvait dans des gisements où voilà, on avait découvert que dans une montagne, il y a du cuivre. On arrive, on trouve une grosse roche, elle est faite de cuivre à quasiment 100%. On la découpe au piolet, on la fait fondre, et voilà, on a du cuivre pour faire des câbles, pour faire des revêtements, etc. etc. Aujourd'hui, pareil, ça j'ai pas mal travaillé en Afrique dans des mines de cuivre, enfin pas comme ouvrier, hein, mais pour vendre des trucs. Voilà, les mines de cuivre, c'est des montagnes qu'on excave sur, là, il y a à peu près 1,5 km. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la taille des bulldozers qui sont un peu comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. C'est gigantesque. Et aujourd'hui, la teneur, alors qu'avant on avait une pépite de cuivre qu'on utilisait, aujourd'hui la teneur de cuivre c'est 1 à 3 pour 1000. Donc c'est pour une tonne de terre riche en cuivre que vous traitez, vous sortez 1 kg ou 3 kg de cuivre, en gros. Ça c'est à peu près les teneurs que j'avais il y a 15 ans quand je travaillais en Afrique, au Zambie, dans les mines du nord de la Zambie. Bref, là aussi on a le même problème de énergie nécessaire pour sortir la ressource. On arrive à un moment où ça devient prohibitif, et là aussi les prix vont monter. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas que le pétrole qui est en train de se raréfier, c'est le charbon, le fer, le cuivre, le zinc, le plomb, le nickel, le tungstène, le manganèse, la bauxite, les phosphates, le cadmium, très important pour les panneaux solaires, le cadmium. Donc on ne va pas pouvoir mettre des panneaux solaires dans tous les sens, parce qu'il n'y aura pas de quoi les fabriquer. Le lithium, pour les batteries, je vous fais remarquer que les plus grands gisements non exploités du lithium sont en Afghanistan. Comme par hasard. Uranium, bien sûr. Le gaz, il en reste encore un petit peu. Il y a encore du gaz. Ça, c'est la seule bonne nouvelle dans tout ce que j'ai cherché comme nouvelle. Il y a du gaz encore pour 20-30 ans. Mais bon, on ne peut pas facilement substituer le pétrole avec du gaz. C'est compliqué, etc. Et donc, le résultat, un des premiers résultats, c'est qu'on va voir des prix qui augmentent de plus en plus. Et on le voit dans les 10 dernières années que bah voilà, les métaux, l'énergie commencent à augmenter. Les prix vont augmenter. Les révolutions, les printemps arabes, comme on a appelé,
elles sont beaucoup liées à l'augmentation du prix de la nourriture. Et on va voir à quel point la nourriture est liée aux énergies. Mais avant ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que non seulement ces ressources, elles vont nous impacter dans notre capacité à maintenir le niveau de vie que l'on a aujourd'hui, mais que ce niveau de vie, pour l'instant, il a aussi un autre désavantage, c'est qu'il est extrêmement générateur de déchets. Et le déchet, c'est ce qui reste une fois que vous avez consommé. Une fois que vous avez acheté les jouets de Noël pour vos petits-enfants qui ont été fabriqués par des petits-enfants, et que vous avez jeté les emballages et que vos enfants ont cassé le jouet parce qu'au bout de 10 minutes, il est cassé, il finit dans des décharges, je ne vous fais pas un dessin, c'est gigantesque, et ces décharges, elles sont d'autant plus immenses et impressionnantes, plus vous allez vers le sud. Évidemment, nous sommes encore des pays riches, pour l'instant, bientôt plus, mais il reste encore quelques mois, quelques années. Pour l'instant, on peut encore payer beaucoup de pays de prendre en charge nos décharges. Il y a des convois incroyables de décharges qui partent, surtout pour tout ce qui est toxique et très néfaste, qui partent dans les pays pauvres à travers le monde. En Inde, en Afrique, de plus en plus, etc. On ne le voit pas, mais nous sommes en train d'être submergés par nos déchets. De plus, énormément de ces déchets ont des conséquences catastrophiques parce qu'ils sont extrêmement toxiques. Je raconte souvent l'histoire, je la raconte dans mon livre, l'histoire des pirates somaliens. D'une part, le pays il est parti en vrille pour des raisons politiques et géopolitiques, mais pourquoi est-ce que les pêcheurs qui vivaient très bien, qui pêchaient leurs poissons, qui pouvaient subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, sont devenus des pirates? C'est pas juste parce qu'on leur a filé une Kalachnikov. C'est aussi parce qu'il n'y a plus de poissons dans leur mer, parce que la mafia, la Camorra de Naples, est devenue le spécialiste pour faire disparaître les produits toxiques européens. Donc les industries chimiques allemandes, françaises, etc., italiennes, etc., payent des entreprises qui en fait sont contrôlées par la Camorra pour acheter leurs produits toxiques, qui soi-disant à des prix imbattables vont les traiter. En fait, ils ne les traitent pas, ils les mettent dans des vieux bateaux de la Seconde Guerre mondiale qui vont couler, ils ont fait ça beaucoup dans les années 80-90, qui vont couler au large de la Somalie. Donc il n'y a plus de poissons, c'est toxique. Donc ils deviennent pirates. Ils ont des Kalachnikov, ils n'ont plus de poissons, et ils ont des bateaux. Très vite, ils deviennent pirates, ils sont devenus très bons d'ailleurs. Et voilà. Et ensuite, maintenant, on dit « Ah, les méchants, c'est des pirates. » Eh ouais, mais il faut réfléchir aux conséquences de nos actes. C'est comme ça. Moi, je le constate. Et donc, nous avons de plus en plus de pollution, de plus en plus de destruction de l'environnement par simplement le fait qu'on y décharge tout ce que l'on a de trop. Pour ceux qui font de la plongée, ils s'en rendent compte. Et au-delà du côté, bien sûr, sentimental lié à la pollution, il y a des vrais effets. On se rend compte qu'entre la pollution et la surpêche, nous sommes en train de vider totalement les mers. Totalement. Et une fois qu'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de poissons. C'est comme le dodo en l'île Maurice. On ne va pas simplement dire « Ah, j'aimerais bien qu'il y en ait de nouveaux. » Bah oui, mais on ne peut pas, on les a tous bouffés. Le jour où il n'y a plus de morue, le jour où il n'y a plus de sardines, il n'y a plus de sardines. C'est très très compliqué de faire renouveler un environnement. Et on fait de plus en plus ceci pour avoir de l'huile de palme, on déforeste massivement pour avoir de l'agriculture dans les pays en développement, remplacé par de l'agriculture intensive qui très rapidement empêche les sols de se régénérer et amène par la pluie un lessivage des sols et donc les rend totalement fertiles, non fertiles, infertiles, ouais. Et donc, nous arrivons à une extinction massive des espèces qui vivent dans ces environnements que nous détruisons. Mais massive. Beaucoup dans le milieu écologique on parle de quoi, 5e extinction, pour reprendre les extinctions massives qu'il y a eu à travers les âges. Et on voit que l'environnement marin s'appauvrit, l'environnement terrestre s'appauvrit, les niches écologiques meurent les unes après les autres, les animaux qui sont dedans disparaissent. Alors à la limite, nous on est tranquille à Lyon, ça va bien, la bouffe qu'on mange elle pousse directement dans les supermarchés, on va en parler ça aussi. Donc on se dit ouais bon, après tout c'est l'hippocampe marin de Madagascar, il meurt. Le problème c'est qu'on fait partie de la pyramide alimentaire. On fait partie, on mange les animaux qui eux-mêmes mangent des plantes, etc. Et donc, j'avais dit que je ne parlais pas de zombies, mais je le fais quand même. Et donc, on est empoisonné par la pollution qui remonte la chaîne alimentaire, et puis on est dépendant. Les environnements qu'on va détruire nous permettront bientôt plus aussi d'avoir une diversité biologique nécessaire à notre bien-être, qui est de plus en plus fort, de plus en plus gros, parce que nous sommes de plus en plus nombreux. Encore une fois, tout est lié.
On ne va pas manger moins dans le futur, on va avoir besoin d'encore plus de nourriture. Et si on ajoute à cela les problématiques climatiques, alors j'ai longtemps été très sceptique, je pense qu'on a un effet là-dessus, je pense que l'être humain il a un effet, je ne pense pas que c'est l'effet le plus déterminant, mais enfin clairement on le constate dans les Alpes, moi je vois dans mes montagnes suisses, je vois clairement qu'il y a des changements climatiques massifs. Les pluies sont plus violentes, les hivers sont plus doux, il y a moins de glaciers, etc. On voit aussi des tempêtes, des événements climatiques totalement nouveaux. On voit que quand une tornade passe, ça ne plaisante pas. Il commence à y en avoir en France des tornades. C'est rigolo, ça, c'est nouveau. Voilà, ça c'est avant, après, au Texas, là, cette année. Et puis, à la fin, ces changements éventuels climatiques, mais ils vont avoir un impact sur l'agriculture. Agriculture qui est en train d'aller très mal en ce moment. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, on a fait de l'agriculture extrêmement mécanisée, ce qui a permis d'ailleurs d'avoir cette croissance de population. Parce que nous sommes passés d'une agriculture où il y avait des gens qui travaillaient la terre, à une agriculture qu'on a mécanisée avec le pétrole et des machines, puis avec des engrais, puis avec une sélection aussi de semences, et nous avons multiplié le rendement par hectare. Mais en faisant cela, nous avons aussi appauvri la terre. Et on voit aujourd'hui que, bien sûr, nous avons des capacités de production incroyables aux États-Unis, en Ukraine, encore en France, un pays avec une très très forte productivité agricole et production agricole. Mais tout cela ne tourne pas à l'oxygène, ça tourne avec du pétrole. Donc comment on va faire quand le pétrole devient rare ou très cher ? Les prix de la nourriture vont exploser. Et puis, comment on va faire quand les sols s'appauvrissent parce que nous avons fait de l'agriculture industrielle, l'agriculture intensive, et que nous avons détruit ce qui rendait ces sols riches. Alors bien sûr, aujourd'hui, on met du pesticide, on met des... pourquoi c'est là ça ? On met du pesticide et on met des engrais pour compenser. Mais on va bientôt plus pouvoir parce que là aussi, les phosphates se raréfient. Comment on va fabriquer des engrais et des pesticides avec une industrie, tout simplement, les prix vont devenir chers. Alors certainement, les agricultures des pays les plus riches pourront encore produire quelque chose, mais les pays les plus pauvres ne pourront plus se permettre d'avoir des engrais, ne pourront plus acheter des pesticides, et de toute façon, leurs sols sont ravagés. Et si on ajoute à cela l'absurdité du système de production et de distribution alimentaire aujourd'hui, où on voit ici... j'ai trouvé un truc rigolo sur internet du porc haché, et c'est où alors il est né, le cochon en question, Piggy, il est né au Canada, il a été élevé en Australie, il a été abattu en Belgique. C'est pas étonnant que c'est dégueulasse quoi, à bouffer ensuite après. Sans parler des hormones qu'on lui a mis dedans, sans parler de... Enfin je veux dire, si vous voulez visiter, si vous voulez devenir végétarien, je ne suis pas végétarien, mais je mange moins de viande, parce que quand vous visitez 2-3 usines à viande, et les abattoirs, comment ça fonctionne, les trucs industriels, hein, pas le paysan fin fond qui égorge encore son mouton, son porc lui-même. Les trucs, c'est abominable. Je ne sais pas ce qu'on mange en fait, c'est atroce. Mais on voit que cette agriculture, elle amène justement un appauvrissement des sols. On voit qu'en rouge, ce sont des sols qui sont largement en appauvrissement et en carence d'eau. En fait, ça c'est l'eau et ça c'est la dégradation des sols. Donc on voit qu'il y a énormément de régions du monde. Bon, évidemment, le Sahara, il ne peut pas se dégrader plus. Mais il y a énormément de régions du monde où les sols se dégradent. Et je reviens en arrière. Et ça, c'est l'eau. Ça, ce sont en plus les régions qui sont chroniquement en manque d'eau. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de plus d'eau pour faire plus d'agriculture. L'eau, on va la chercher de plus en plus profond avec des pompes qui fonctionnent au pétrole, à l'électricité, souvent générée par le pétrole ou par le gaz ou par le charbon. Et donc, on se rend compte qu'on est en train d'amener à bout cette agriculture dont on a besoin pour maintenir en vie 7 milliards d'habitants, bientôt 8. Et on voit que la croissance de productivité annuelle, elle baisse. Et aujourd'hui, on est à zéro, c'est-à-dire que chaque année, on n'arrive pas à produire plus par hectare. Alors que dans les 40-50 dernières années, l'augmentation par hectare de la productivité était gigantesque. Donc en fait, on arrive à une courbe qui est en train de baisser et qui présage de très très mauvaises choses pour nous autres. Comment on va nourrir 7, 8, 9 milliards d'habitants ? Moi, il me faut, et les gens disent oui, mais vous allez voir, la population va stabiliser autour de 9-10 milliards. Mais on n'y arrivera jamais à 9-10 milliards. On n'a plus le pétrole pour l'agriculture intensive, on n'a plus les sols, on est en train d'arriver à un gros problème de productivité. Et voilà, donc en plus, parce qu'on est de plus en plus nombreux, le nombre d'hectares par personne productif baisse. Donc quand la baisse
va passer en dessous de zéro et qu'on va avoir une décroissance du nombre d'hectares par personne, là on va avoir de très très gros problèmes. Et si on ajoute à cela les problèmes de désertification qui sont de plus en plus massifs, notamment en Chine, mais aussi dans certaines parties d'Afrique, inévitablement, le résultat, depuis la nuit des temps, lorsqu'on utilise trop des ressources, c'est la famine. On l'a vu, on sait comment ça fonctionne. Souvent, on a vu des famines qui ont été fabriquées par les régimes politiques, mais on sait aussi que très très vite, lorsqu'il n'y a plus de nourriture, les gens commencent à mourir de faim. Et quand il y a des stress de ressources, comme tout à l'heure pour le pétrole, ça mène des guerres. Sauf que comme là, il n'y a pas de pétrole, donc il n'y a pas les États-Unis qui viennent, on laisse faire le bordel. Et on voit que dans les pays qui ont chroniquement des problèmes de production agricole qui ne correspondent pas à la croissance de la population, Éthiopie dans les années 70-80, Sahel, toute la région sahélienne dans les années 80, on se souvient quand moi je me souviens quand j'étais gamin. Très vite, ça dégénère en guerre, ça dégénère en guerre civile, ça dégénère en extrémisme même. Et les tensions, elles ont besoin de s'exprimer. Donc moi, je ne juge pas, d'ailleurs, il y a des extrémistes dans toutes les parties du monde, dans tous les trucs, mais on va en voir de plus en plus. Et on va voir de plus en plus d'émigration. On va voir de plus en plus de gens. Aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 2 millions de personnes qui arrivent en Europe chaque année, d'Asie et d'Afrique, et du Moyen-Orient. On va en voir de plus en plus. On va voir de plus en plus un exode à travers le monde de gens qui vont quitter un pays pour aller dans un autre parce qu'ils croient qu'ils vont pouvoir trouver autre chose. Donc certainement, ils veulent quitter un endroit qui va être de plus en plus difficile. Et ce n'est pas forcément les pays les plus évidents. Hein. Il peut y avoir des vagues de migration même très inattendues. Parce que les États-Unis, par exemple, ils sont au bord de la rupture de leur capacité de production alimentaire. Donc on peut imaginer un truc rigolo, c'est que des Américains qui quittent les États-Unis pour aller au Mexique, etc. On n'en est pas encore là, mais ça peut venir. Mais certainement, on a un gros problème. Et je pense que ces vagues migratoires, déjà aujourd'hui, nous sommes sans aucun jugement personnel ou de genre. Moi, j'ai aucun a priori par rapport aux gens, mais aujourd'hui, on est déjà en train de vivre des migrations massives. Et je n'en veux pas aux immigrants en tant que personne, bien sûr, mais simplement le phénomène s'apparente à presque une invasion, entre guillemets. Mais c'est rien par rapport à ce qui va arriver dans les 10 prochaines années. Parce que les gens ne veulent pas mourir sur place. Et c'est légitime et c'est compréhensible à la limite. Mais comment on va faire? Comment on va faire? 7 milliards, bientôt 8. Comment on va faire? Donc ça, c'est un autre gros problème.